Il est midi, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Ouverture à Washington du sommet États-Unis-Afrique avec la participation d'une cinquantaine de dirigeants. L'Algérie représentée par son Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le rôle pionnier de l'imam algérien Mohamed Ben Abdelkarim El-Marili dans la propagation du véritable islam en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, mis en avant par plusieurs spécialistes et savants lors d'un colloque à Alger. Énergie, alors que les 27 n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente sur la question du plafonnement du prix du gaz, les ministres de l'énergie de l'Union européenne se réunissent ce mardi à Bruxelles. Mondial 2022, la première demi-finale se joue ce soir à 20h. Elle opposera l'Argentine, dernière nation d'Amérique du Sud dans la compétition, à la Croatie, qui rêve de revanche. Washington accueille dès aujourd'hui le sommet États-Unis-Afrique avec la participation d'une cinquantaine de dirigeants. L'Algérie est représentée par son Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce sommet de 3 jours, le deuxième du genre, se tient dans un contexte mondial miné de profondes crises. C'est donc l'occasion de discuter des moyens de renforcer les relations américano-africaines et de construire un partenariat étroit et efficace pour le continent africain. Il s'agit notamment de se repositionner et d'acquérir toute sa place dans un monde qui se redessine. Naïla Hamouda. Un deuxième sommet, 8 ans après le premier du genre, en 2014, sous la présidence de Barack Obama. Ce sommet sera l'occasion de renouveler l'engagement économique, de parler de sécurité alimentaire et sanitaire, de lutte antiterroriste, d'éducation, de la crise climatique subie par l'Afrique, mais aussi de démocratie, de gouvernance et des droits humains. Les dossiers sont donc nombreux et chacun vient avec ses priorités. Côté américain, Washington espère obtenir le soutien des pays africains contre l'intervention russe en Ukraine, alors que l'Union africaine a pour principe le règlement pacifique des conflits. À propos de priorités, pour la RDC, ce déplacement est une occasion pour faire appel à la médiation américaine avec son voisin rwandais, qu'elle accuse de soutenir militairement la rébellion du M23 dans l'est du pays. L'Éthiopie, de son côté, souhaite renégocier les accords commerciaux avec Washington et demander une levée des sanctions imposées à Addis Abeba depuis le début de la guerre au Tigré. L'Algérie, quant à elle, le sommet USA-Afrique sera l'occasion de réaffirmer le partenariat incontournable en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans la région du Sahel. Lors de ce sommet de 3 jours, le président américain Joe Biden devrait aussi plaider pour l'intégration de l'Union africaine au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU. Washington prévoit également de mettre en place des coopérations portant sur le principe de respect mutuel d'intérêts et de valeurs partagées. Un intérêt grandissant traduit par les opportunités de croissance économique en Afrique, le continent le plus dynamique du monde. Et ce chiffre à retenir, un financement américain de 55 milliards de dollars sera consacré à l'Afrique sur 3 années. Une aide financière conséquente destinée à un grand nombre de secteurs, en particulier la santé également, à l'important dossier du changement climatique. On en parle justement avec notre invité en direct de Paris, Monsieur Prince Koya. Bonjour. Prince Koya. Vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons très bien. Est-ce que vous nous entendez ? Oui. Alors, Monsieur Prince Koya, vous êtes politologue spécialiste de l'Afrique. Les États-Unis offrent à l'Afrique une adhésion au G20, mais aussi plus d'influence aux Nations Unies, et ce au moment où les convoitises d'autres puissances sont déclarées à haute voix. À votre avis, est-ce une opération marketing des États-Unis, une opération séduction en direction du continent africain, Monsieur Koya ? Tout dit. Donc c'est une diplomatie du charme
on va dire. Les États-Unis n'ont pas toujours fait de l'Afrique leur priorité sur la scène internationale. Et aujourd'hui, on constate qu'ils instaurent des sommets, donc une diplomatie de sommet. Ils donnent l'impression de vouloir défendre la position ou la présence africaine au sein de l'ONU. On annonce de gros chiffres, 40 et quelques milliards de dollars pour aider l'Afrique, en sachant très bien que 40 et quelques milliards ne pourront pas aider 55 pays. Donc c'est d'abord une diplomatie du marketing, diplomatie d'influence pour marquer leur territoire et dire aux Français qui ont des sommets France-Afrique, aux Chinois qui ont le forum Chine-Afrique, aux Russes qui ont le sommet Russie-Afrique et à la Turquie qui a aussi son sommet Turquie-Afrique que désormais il faut compter avec les États-Unis en Afrique parce que finalement tout le monde a pris en fin de compte que l'Afrique, bien que marginalisée, exploitée, mise à l'écart, reste en fait le continent des certitudes, avec ses richesses matérielles, avec ses ressources naturelles, avec sa population. L'Afrique reste le continent incontournable, le continent de l'avenir. Donc c'est pour marquer le terrain des États-Unis et dire que nous voulons participer à cette course à... Voici un peu globalement ce à quoi répond aujourd'hui. Très bien, merci Monsieur Prince-Koya. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste de l'Afrique. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Comment concrétiser l'unité, la paix et la bonne gouvernance en Afrique? Projet réformateur d'un éminent érudit algérien au cœur d'un colloque international à Alger. L'œuvre de Mohamed Ben Abdelkrim El-Marili est passée au peigne fin par les participants. Mohamed Wali Ben Chaban pour les détails. La production scientifique, intellectuelle et la vision politique de l'imam ont été décortiquées et fait l'objet d'un intérêt particulier lors du colloque international sur l'imam Mohamed Abdelkrim El-Marili. Pour les intervenants, l'œuvre de l'imam a grandement contribué au développement du fiqh, du soufisme et des sciences de la langue arabe. Il est aussi l'auteur de nombreuses contributions avec de grandes influences sur les scientifiques, auteurs et chercheurs dans le passé et le présent. Dans le domaine de l'enseignement, de l'orientation, du conseil et de la réforme, l'imam a contribué à asseoir les règles d'institutions scientifiques et des cités culturelles dans différentes régions d'Afrique. Auteur d'un projet réformateur intégré visant à consacrer le juste milieu et à préserver la paix et la stabilité sociale. La dimension réformatrice et libératrice dans la pensée d'El-Marili a aussi été soulignée par les intervenants, une pensée avec de prolongations régionales et internationales. Il s'agit d'un projet pionnier d'édification de l'État et des premiers fondements de la bonne gouvernance a également été mis en exergue. Cette réflexion faite lors du XVe siècle est toujours d'actualité, une approche pour l'unité et la paix en Afrique. Né à Tlemcen dans l'ouest algérien vers la fin du XIVe siècle, l'imam El-Marili était le disciple de Abd al-Rahman al-Ta'alibi, qui l'a chargé de diffuser la tariqa al-Qadiriya dans les pays du sud du Grand Maghreb. Après une grande tournée dans la région du Sahel, il est décédé en 1504 à Adrar, laissant un héritage de plus de 24 ouvrages. Il est surtout à l'origine d'une révolution intellectuelle dont l'écho s'entendait le long de la région du Sahel et même en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité également, cette nouvelle campagne d'arrestation sioniste en Cisjordanie occupée, 17 Palestiniens ont été arrêtés, dont un adolescent de 16 ans. Selon les derniers chiffres, il y a actuellement 4 760 prisonniers politiques palestiniens dans les geôles et centres de détention israéliens, dont 160 enfants et 33 femmes. Et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient réitère son appel au respect de la neutralité et de l'inviolabilité de ces locaux. Il a été constaté que le 5 décembre dernier, les forces de sécurité sionistes ont pénétré de force dans des locaux de l'une de ces écoles de filles dans la région de Beit el-Lahm en Cisjordanie occupée. Elles ont également tenté de pénétrer dans une école de garçons de l'UNRWA située à proximité.
En Europe, les ministres de l'énergie de l'Union européenne se réunissent ce mardi à Bruxelles en Conseil extraordinaire de l'énergie pour tenter de parvenir à un accord sur le plafonnement des prix du gaz après l'échec de la réunion du 10 décembre dernier durant laquelle les 27 n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'Italie sous le choc après la mort de 3 personnes dans une fusillade à Rome. Le maire de la ville, Roberto Gualtieri, a convoqué une réunion d'urgence de ses conseillers de sécurité après ce qu'il a qualifié de grave épisode de violence. La veille, un homme âgé de 57 ans a fait irruption dans un café du nord de la ville et ouvert le feu, tuant 3 femmes. 4 personnes ont été également blessées, dont une gravement. L'homme visait apparemment une réunion de syndic. Et puis les tensions persistent au Pérou, où la situation politique est instable suite à la destitution du président Pedro Castillo le 7 décembre dernier et l'arrivée au pouvoir de la nouvelle présidente Dina Boluarte. De violentes manifestations ont éclaté, des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ont fait 5 victimes hier lundi, portant à 7 le bilan total de morts depuis dimanche. Et au Brésil aussi, des affrontements ont éclaté hier soir à Brasilia entre policiers et partisans du président sortant Jair Bolsonaro, qui exigeait la libération d'un dirigeant autochtone arrêté pour avoir incité des violences antidémocratiques. Voilà, alors Argentine-Croatie, c'est ce soir à partir de 20h. C'était la dernière information de ce Midi Info. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h et puis à 19h pour votre journal. À tout à l'heure.